Celui-là vous permet de trouver une équation. Ah, bon, nous allons peut-être reprendre. Nous allons essayer je disais, de reprendre. Bien. Nous allons donc reprendre pour cette deuxième table ronde. J'attends que tout le monde s'installe tranquillement. Donc, je me présente. J'ai posé une question tout à l'heure. Enfin, je suis intervenu tout à l'heure sur la Cour de justice. Donc, moi-même, j'ai eu une carrière de sous-préfet et de préfet dans différents postes et je suis maintenant directeur de l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur, qui est un institut qui forme les cadres supérieurs du ministère de l'Intérieur. Disons, c'est la formation continue, mais qui a également des sessions ouvertes à l'extérieur, par exemple pour des avocats, des directeurs de la sécurité de groupes privés qui nous rejoignent dans nos formations. Nous avons aussi des sessions pour les jeunes et des rendez-vous de la recherche qui sont ouverts à tous. Et je signale le 8 mars prochain à 18h30 un rendez-vous de la recherche sur les armes. Donc, on est plein dans le sujet. Et ces rendez-vous de la recherche sont en mode hybride, en visio ou en présentiel à l'école militaire où nous sommes installés. Et il suffit de s'inscrire sur le site ihemi.fr. Voilà, ça c'était la minute de publicité. Maintenant, cette table ronde va s'intéresser plus spécifiquement aux personnes. Euh, Personnes, c'est-à-dire migrants, prostituées, traite des êtres humains, enfants victimes de tous ces trafics, sans pour autant couvrir l'ensemble du champ, parce qu'il est très large. Et en plus, nous avons eu une défection aux dernières minutes de l'oratrice italienne qui est malade et qui a dû rester dans son pays. Alors, déjà quelques mots sur le trafic des migrants. Évidemment, c'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment. On a encore eu un bateau, une embarcation de fortune qui a chaviré en Méditerranée il y a peu. Que ce soit des migrants qui fuient l'oppression ou plus généralement qui fuient la misère économique, peut-être même à l'avenir qui fuiront l'évolution du climat. On appelle les migrations climatiques, phénomène qu'on a encore du mal à identifier et à anticiper de façon prévisible. En tout cas, il a pris ce trafic de migrants une importance considérable, notamment à partir de 2015, dans cette grave crise, et on estime que 90% au moins des migrants ont besoin d'un passeur. Donc, on payait un passeur, ce qui nous renvoie donc au phénomène de criminalité que nous avons abordé ce matin sur d'autres sujets, avec un chiffre d'affaires, et là encore, on peut sortir des milliards, hein, un chiffre d'affaires de l'ordre de 3 à 6 milliards d'euros dans le monde, et sans doute au moins 200 millions pour la simple route maritime à travers la Méditerranée. Nous avons parlé ce matin d'Encrochat. Ces criminels utilisent beaucoup le darknet, Internet, les réseaux de communication, évidemment pour communiquer entre eux. Les migrants eux-mêmes, forcément, comme nous tous, sont connectés. J'ai eu l'occasion il y a quelques années de visiter, entre guillemets, la jungle de Calais, qui a depuis été démantelée, mais enfin qui se reconstitue toujours plus ou moins. Et j'avais été frappé de voir les prises téléphoniques qu'on offrait pour les téléphones des migrants. Et dès qu'un migrant arrivait à passer la Manche, immédiatement, tous ses collègues, confrères étaient prévenus par téléphone et ils étaient encouragés à tenter à leur tour leur chance. Donc, les migrants qui sont à la fois acteurs de leur destin, mais aussi victimes notamment quand ils sont pris en main par des passeurs tout le long de leur chemin, parfois pénible à travers le désert libyen notamment. Et puis, dans ce trafic des personnes, nous avons bien sûr la traite des êtres humains à des fins sexuelles,
C'est une activité aussi évidemment très lucrative. Ce sont également plusieurs milliards de dollars, au moins 3 milliards de dollars, et avec des réponses différentes suivant les pays. La France a rejoint le camp des abolitionnistes en 2016, à l'instar de la Suède, avec une interdiction de la prostitution, une pénalisation du client et même la suppression du délit de racolage passif, alors qu'on sait qu'à notre frontière, l'Espagne euh, a autorisé les maisons closes. Et moi, j'ai été préfet de l'Aude, et je dois dire que quand j'allais en Espagne, à Cadaqués, ou voilà, voir un petit peu, j'aime beaucoup l'Espagne, on passe à la Junquera, si on le prononce à la catalane, et on voit euh, toutes ces immenses installations toutes ces immenses maisons closes, donc deux politiques très, très différentes. Oui, en Allemagne aussi, tout à fait. Voilà, mais je suis hispaniste et pas germaniste. On a constaté en 2021, c'est des chiffres d'Office central pour la répression de la traite des êtres humains, une hausse importante de la traite des êtres humains à fin d'exploitation sexuelle, avec 1100 victimes recensées contre environ 900 les années précédentes. Mais bon, comme toute statistique sur la criminalité, vous savez qu'il y a les phénomènes eux-mêmes et puis il y a l'activité des forces de police qui, selon leur niveau d'activité, peut évidemment influer sur les chiffres. On constate en tout cas un, comment dire, un transfert assez massif vers la prostitution dans l'espace privé. 84% de prostitution logée. Ça peut être des hôtels, des chambres d'hôtel, des appartements. Et si là encore je fais référence à mon expérience passée, quand j'étais préfet de Meurthe-et-Moselle à Nancy, on a eu plusieurs cas d'appartements qui étaient loués par des prostituées, ou plus exactement par des proxénètes, avec évidemment une invisibilité complète. Voilà. Ce qui renvoie le sujet sur l'interdiction de la prostitution, mais qui renvoie également à des phénomènes de morale publique. Et puis, comme pour les migrants, eh bien, le numérique est fondamental, bien sûr, pour la communication entre les personnes et l'organisation des réseaux. Et ce qu'on note aussi dans la prostitution, c'est que les filières endogènes, franco-françaises, disons, sont assez largement dépassées par les filières internationales venant de l'extérieur, filières latino-américaines, nigérianes, euh, par les Balkans ou chinoises, notamment chinoises sous couvert de salons de massage. Donc voilà pour ce petit topo introductif. Alors, quelles sont les réponses? Les réponses, bien sûr, elles doivent être juridiques et on a amplement parlé du protocole de Palerme qui a eu l'énorme avantage de donner des définitions sur toutes les activités de criminalité organisée qui permettent ensuite aux États de traduire dans les faits ces définitions et d'y apporter des sanctions correspondantes. La deuxième réponse est bien sûr le volet international, la coopération judiciaire, la coopération des polices, Interpol, Europol, et puis le parquet européen, le mandat d'arrêt européen, enfin tous ces mécanismes que vous connaissez bien. Également la surveillance du net, puisque nous avons maintenant des policiers, des gendarmes qui agissent sous pseudonyme, comme par exemple pour les affaires de pédopornographie, mais on a parlé d'encrochat également. Toutes ces enquêtes doivent absolument, comme on a un développement de la délinquance qui passe maintenant par le numérique, il faut absolument, je me tourne vers le colonel, que nos forces s'adaptent, et elles le font, à cette recherche et ces enquêtes sur le net. Et puis, je dirais, le dernier axe de réponse, c'est bien sûr la communication et la pédagogie pour que les clients, qu'il s'agisse de clients de prostitution ou de clients de stupéfiants ou même de gens qui aident trop les migrants et qui, par une action bienfaisante en apparence, risquent de créer des appels d'air et d'entraîner des drames sur les migrants. Donc, la communication vers les personnes est tout à fait importante. Alors, nous allons maintenant passer aux différentes interventions. Donc, nous avons, comme j'ai dit, notre oratrice italienne,
qui est absente. Peut-être que ça laissera comme ça quelques minutes à chacun pour s'exprimer davantage. En tout cas, moi, j'en ai profité déjà pour ouvrir cette table ronde. Nous commençons par Claire Brisset. Alors, nous avons un petit peu changé l'ordre du jour par rapport à votre programme. Euh, euh, pour tenir compte de ces évolutions. Donc Claire Brisset, qui a été journaliste pendant une vingtaine d'années au Figaro, au Monde diplomatique, et qui a ensuite rejoint l'UNICEF pendant une dizaine d'années. Et surtout, j'ai envie de dire surtout, enfin peut-être pas surtout, mais en termes de notoriété, qui a été défenseur des enfants, donc en 2000. Avant voilà, de continuer sa carrière dans d'autres postes. À ce titre-là, bien sûr, elle va nous parler de ce sujet particulièrement douloureux de l'exploitation des enfants, parce que, et bien sûr, qu'il s'agisse de migrants, de prostituées, nous avons beaucoup de victimes, mais je dirais les pires des victimes, c'est encore les enfants qui sont les moins acteurs de leur destin et les plus en vulnérabilité. Qu'il s'agisse d'une exploitation par le travail ou d'une exploitation à des fins sexuelles, avec d'ailleurs une question de définition juridique que vous aborderez. Donc, Madame Brisset, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Oui, c'est un sujet immense que je vais essayer de synthétiser rapidement. Pourquoi immense? Parce qu'on a tous le sentiment que le travail des enfants existe depuis toujours et après tout, pourquoi s'en soucier? Et c'est vieux comme le monde. Depuis des siècles, les enfants travaillaient dans les champs, dans les mines, dans les usines, sur les bateaux où ils étaient mousses, dans les armées où ils étaient fantassins. D'ailleurs, le mot fantassin dérive du mot enfant. Bref, je pense que les générations qui nous ont précédées avaient pris l'habitude de considérer que c'était là relativement normal. Et nous, la nôtre de génération, de penser que c'est un fait de l'histoire. Or, ça n'est pas du tout un fait de l'histoire. Le travail et l'exploitation des enfants sont au cœur de l'économie mondiale d'aujourd'hui, au cœur. Et pour tout arranger et pour bien nous culpabiliser, le phénomène s'aggrave parce que nous en bénéficions tous. Et je vais essayer de développer ces points. Alors, d'abord, quel est l'état des lieux? L'état des lieux, il est assez difficile à élaborer parce qu'une partie du travail des enfants se déroule dans la clandestinité, d'autre part parce que les données qui nous proviennent de Chine sont relativement pauvres. Mais en tout cas, il y a un accord général sur le chiffre de 160 millions d'enfants qui travaillent. C'est un chiffre qui a été donné dans le monde entier. C'est un chiffre qui a été donné dans un rapport d'où je tire mes sources les plus récentes, un rapport conjoint de l'UNICEF et de l'Organisation internationale du travail, qui mentionne et rappelle que parmi les objectifs de développement durable, l'éradication du travail et de l'exploitation des enfants figure en très bonne place. C'est l'objectif qui porte le numéro 8.7 et qui donc fixe à 2025, donc demain, l'éradication du travail des enfants et à 2030, l'éradication du travail forcé et de la traite des êtres humains. Toute notre journée va montrer que ces dates, ces objectifs chiffrés sont terriblement optimistes. En tout cas, si on a aujourd'hui environ 160 millions d'enfants qui travaillent, que nous disent les statistiques récentes de l'OIM et de l'OIT, c'est qu'il y a une relative amélioration en Asie de l'Est, réserve près de la Chine, et dans la zone Amérique latine-Caraïbe, mais une telle aggravation en Afrique subsaharienne qu'on s'aperçoit maintenant que le nombre d'enfants qui travaillent en Afrique subsaharienne est supérieur à, à tous les chiffres qu'on obtient assemblés dans le reste du monde. Alors, ce qui est en plus extrêmement inquiétant dans ces données, c'est que là où il y a l'aggravation la plus manifeste, c'est des enfants qui ont dans la tranche d'âge 5-11 ans. J'ai bien dit 5-11 ans. Et que donc, c'est par définition les enfants les plus fragiles. Et qu'en plus, ce qu'on observe, c'est que la moitié des enfants travailleurs exercent dans des travaux considérés par les Nations Unies comme les plus dangereux. Et j'y reviendrai. Et ça, évidemment, c'est formellement interdit par les conventions internationales. Alors, ces enfants qui travaillent, que font-ils? Eh bien, 70%, donc une grande majorité d'entre eux, sont employés dans l'agriculture.
Et l'agriculture, contre toute attente, a été classée par les Nations Unies comme l'une des activités les plus dangereuses pour les enfants. Pourquoi? Parce qu'ils sont très mal protégés, ils se blessent, ils sont plus petits, donc ils absorbent davantage, et leur masse corporelle est inférieure à la nôtre, ils absorbent davantage de pesticides qui les mettent en danger. Quand ils ont des blessures, bien entendu, ils ne sont pas soignés. Les accidents sont légion. En agriculture, c'est très dangereux et c'est 70% du travail des enfants. Mais il y en a bien d'autres. Ils travaillent dans les innombrables tâches de la petite industrie, de l'artisanat, les tapis par exemple, les conserveries au Maroc par exemple, les composants électroniques dont nous avons tous besoin, et bien sûr dans l'économie informelle qui est le cœur même de l'exploitation et du travail des enfants. Alors certains sont enfermés dans des enclos en Inde par exemple, au Pakistan, parce qu'ils fabriquent avec leur famille des briques destinées à éponger une dette qui a été contractée des générations auparavant, donc dette par définition inextinguible. C'est cette forme de servage, on l'appelle dans cette partie de l'Asie le bonded labor, et ça porte sur des millions de personnes qui sont à l'abri des regards et à l'abri des enclos dont j'ai parlé. Et puis, toujours à l'abri des regards, il y a le travail des petites domestiques en Afrique et au Moyen-Orient, qu'on appelle en Afrique de l'Ouest les petites bonnes, dont les plus jeunes n'ont que 5 ans, qui ne seront jamais scolarisés, mais qui accompagneront les enfants de la famille en portant leur cartable quand elles vont à l'école. Alors, on peut se demander pourquoi. Pourquoi les employeurs ont-ils une telle appétence pour le travail des enfants? Pourquoi? Question simple, réponse simple. Ils sont généralement payés comme un demi-adulte quand ils sont payés, parce qu'un bon nombre d'entre eux, comme les petites bonnes dont j'ai parlé tout à l'heure, ne sont pas payés du tout. Elles dorment sur le carreau de la cuisine, elles ne sont pas payées et elles y restent jusqu'à ce qu'elles deviennent adolescentes. Et quand elles sont adolescentes, elles sont trop grandes, elles sont chassées de la famille et elles se transforment en enfants de la rue. Alors, autres avantages pour les employeurs, les enfants ne se syndiquent pas, ne se révoltent pas. Heureusement, quelquefois, il y a des adultes qui se révoltent pour eux, comme cet Indien Kailash Satyarthi, qui à la fois s'est révolté et en a délivré beaucoup par la force et par la ruse, ce qui lui a valu en 2014 le prix Nobel de la paix. Mais d'une manière générale, pour les adultes qui les emploient, pour les pays qui les laissent faire, l'exploitation du travail des enfants est hautement rentable. Alors, qu'en est-il d'ailleurs de la forme la plus abjecte et l'une des plus rentables de cette exploitation, l'exploitation sexuelle des mineurs dont vous avez parlé, Monsieur le Préfet? Je parle de l'exploitation des mineurs à visée commerciale, qui n'est pas seulement présente en Asie. Bangkok est bien connu pour ça, mais ce n'est pas seulement la Thaïlande. Cette exploitation commerciale des mineurs sexuels se répand, s'aggrave, parce que les facilités par les progrès entre guillemets, en l'occurrence technologiques, les réseaux sociaux, les films pédopornographiques sont de plus en plus réalisés avec beaucoup de facilité. Il suffit d'un téléphone. Et nous avons des spectateurs de ce genre de spectacle qui osent dire devant les tribunaux quand ils sont arrêtés, mais c'est quand même moins grave de regarder ça que si c'était un vrai enfant, sauf que ce sont des vrais enfants que l'on a contraints à faire ce genre d'activité. J'ouvre ici une parenthèse. Il y a une divergence de vues entre l'UNICEF, pourtant c'est les Nations Unies, l'UNICEF et le BIT, enfin l'OIT, qui a classé l'exploitation sexuelle des mineurs dans les travaux les plus dangereux qu'exercent les enfants et que donc il faut éradiquer au plus tôt. L'UNICEF n'est pas d'accord avec cette vision et elle dit c'est pas du travail, l'exploitation sexuelle, c'est une activité criminelle. Et donc, bien sûr, l'objectif est le même. Il partage avec l'Organisation internationale du travail l'objectif qui est l'éradication le plus tôt possible. Mais l'angle de vue n'est pas le même. C'est une activité criminelle que, évidemment, je fais mienne. Alors, pourquoi encore? Pourquoi les enfants sont-ils tellement employés? C'est pas seulement parce que ça arrange beaucoup les employeurs de ne pas les payer ou très peu, mais c'est aussi parce que leurs familles sont très pauvres. Et donc, la pauvreté des familles est un élément déclenchant du travailleur des enfants. Mais pas seulement. Il y a aussi la pauvreté des États. Les États qui peinent à scolariser leurs enfants. Et donc, l'école est un remède contre le travail des enfants, évidemment. Et on a dans le monde environ 150 millions d'enfants qui ne vont pas à l'école du tout,
plus ceux qui y vont de façon très partielle, et encore dans une école où souvent on ne parle pas leur langue, la langue qu'ils parlent dans leur famille. Quand la langue de l'école, c'est le français ou l'anglais, l'école n'exerce pas une grande appétence pour les familles qui préfèrent faire travailler leurs enfants, au moins que ça rapporte un peu. Alors, pauvreté des États aussi, qui n'ont pas toujours les moyens d'organiser un État civil digne de ce nom. On a de très nombreux pays où jusqu'à la moitié des enfants ne sont pas déclarés à l'état civil. Donc, comme ils n'ont pas d'état civil, comment prouveront-ils non seulement leur nationalité, mais aussi leur âge à des employeurs potentiels qui pourront évidemment les exploiter en disant « Mais non, 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 je sais que tu es grand ». Alors, une autre explication est à trouver dans les guerres et les conflits qui ensanglantent le monde, parce que la guerre est un facteur clé du développement de l'exploitation des mineurs. Par exemple, quand elle provoque des afflux de réfugiés, quand ces réfugiés dans leur pays d'accueil n'ont pas le droit de travailler, je pense aux réfugiés syriens en Turquie ou au Liban. Au Liban, il y en a plus d'1 million, où ils n'ont pas le droit de travailler. Donc, comme il faut bien vivre, eh bien, ce sont les enfants qui travaillent. Et puis, d'autre part, pour ce qui concerne les camps, c'est aussi des camps qui sont tellement alimentés par les conflits. Évidemment, il n'y a pas d'état civil dans les camps. Donc, comment donner un état civil à un bébé qui est né dans un camp? Alors, autre point, et j'en viens maintenant à la traite. L'immense majorité des enfants qui travaillent ne travaillent pas à proximité de leur maison ou dans leur village. Ils travaillent parce qu'ils ont été transportés, ils sont hors de leur quartier, hors de leur région, souvent hors de leur pays. Et donc, ils sont les proies, ces enfants, ces mineurs, toutes désignées de la traite. Et je catégoriserai cette traite en plusieurs points. La plus importante de très loin, c'est la traite sud-sud. Les enfants sont leur transport est organisé par des réseaux qui les transportent, par exemple, vers les grandes, vers les capitales africaines ou les petits talibés, qu'on appelle comme ça, en Afrique de l'Ouest, parce ils sont confiés, entre guillemets, par leur famille à des maîtres coraniques qui leur enseigneront le Coran et les obligeront à mendier et les battront s'ils n'ont pas rapporté assez d'argent le soir. Ça, c'est un fléau. On trouve de ces petits enfants talibés dans toutes les capitales d'Afrique de l'Ouest. Je pense aux grandes plantations semi-industrielles d'ananas, de café, de cacao, de thé, de coton, c'est très important, le coton de jute qu'on trouve dans le monde entier, dans les pays pauvres. Dans l'immense majorité, ces enfants transportés, transplantés, sont coupés de leur famille et quelquefois pour toujours. Alors, il y a aussi évidemment la traite sud-nord, c'est celle que nous voyons le plus dans nos pays du Nord, celle que nous connaissons le mieux, mais c'est de loin une traite minoritaire par rapport à la traite sud-sud dont j'ai parlé tout à l'heure, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas grave, mais du point de vue numérique, elle est très minoritaire. Et puis la traite est-ouest à travers les Balkans, dont je ne parlerai pas parce que je pensais qu'on en voilà. Mais on en parlera, je pense, quand même un peu grâce aux collègues de l'OIMS. Alors, les conséquences. Quelles sont les conséquences de cette exploitation sur les enfants? Elles sont innombrables. Elles sont d'abord individuelles. Pour les enfants qui sont transportés, qui sont exploités, qui sont abîmés, etc., ce sont des traumatismes, des blessures dont je vous ai parlé. C'est le choc de l'exil, la solitude, la perte de l'estime de soi, l'analphabétisme, puisqu'ils n'ont pas été à l'école. Mais de tous, les mineurs les plus détruits sont les enfants qui ont été pris dans les réseaux de l'exploitation sexuelle, d'une part, ça c'est la destruction de leur personne, et d'autre part, ceux que des recruteurs ont transformés en soldats et qui sont probablement au nombre de 300 000 dans le monde où nous vivons, mais tous les chiffres que je vous ai donnés là sont antérieurs au déclenchement de la guerre et de l'agression russe en Ukraine, qui évidemment ne va faire qu'aggraver le phénomène. Mais l'impact, et je voudrais conclure là-dessus, l'impact du travail des enfants est aussi extrêmement important, non pas seulement sur les individus et leurs familles, mais sur l'économie de ces pays. Abuser de la force de travail des enfants et des adolescents, c'est une vision à courte vue. C'est maintenant, heureusement, les économistes commencent à se pencher sur l'impact économique du problème, sur
l'impact qui se produit au détriment des entreprises et de l'économie d'un certain nombre de pays. Et l'UNICEF et l'OIT ont trouvé sur ce point-là un concours très bienvenu de l'OIM, dont on va entendre parler, l'Organisation internationale des migrations, et de l'OCDE, qui se préoccupent de cet aspect-là sous l'angle économique et qui ont constitué une alliance qu'elles ont appelée 8.7 du nom de l'objectif de développement durable et qui vise, ils ont publié un rapport que je vous cite si ceux d'entre vous sont intéressés par mon papier, je le tiens à disposition. Ce rapport est très intéressant, rapport signé des 4 organisations, parce qu'il essaye d'analyser le phénomène en évaluant son rôle dans le processus de production mondiale, de production entreprise par entreprise, production à l'échelle des pays, et sur l'économie en général, l'économie d'entreprise, l'économie en général. Et la conclusion de ce rapport, c'est qu'on arrivera à démanteler cette économie de l'exploitation des enfants que grâce à une réflexion sur la gouvernance des entreprises et la gouvernance des pays eux-mêmes. Alors, une trentaine de pays se sont déjà engagés dans cette voie et ont élaboré des plans d'action. C'est un début, mais on doit à la vérité de dire qu'une partie si importante de l'économie mondiale repose sur l'exploitation des enfants. Les chaînes de production sont tellement enchevêtrées. La prise de conscience est encore si faible et si récente qu'on ne voit pas de solution à brève échéance de cette forme de servage à laquelle, involontairement, nous participons tous, dans nos poches, dans nos téléphones portables et ailleurs. Je vous remercie. Alors, nous devions avoir en deuxième intervention, comme je le disais, Désirée Pongère, anthropologue italienne, mais malheureusement qui n'est pas parmi nous. Elle a écrit un livre sur le trafic, enfin en anglais, sur le trafic des invisibles sur la route des Balkans. Voilà, si certains veulent regarder cette question. Et elle devait nous expliquer comment la route des Balkans était depuis toujours une route importante de migration et n'était pas nouvelle. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la Méditerranée. Il y a aussi une voie terrestre qui paraît plus simple. Et d'ailleurs, avec mon institut, nous sommes allés avec une de nos sessions en Croatie il y a quelques semaines. Et les autorités croates qui viennent d'entrer dans l'Union européenne et dans le Schengen nous ont amenés à la frontière avec la Bosnie pour nous montrer justement comme elles surveillaient très bien la frontière. Mais enfin, nous avons vu quand même évidemment beaucoup de migrants qui arrivaient et qui demandent l'asile. Et certains venaient même de Cuba, par Moscou, étant donné les liens historiques, et ensuite par la route des Balkans. Donc c'est une route qui amène énormément de populations de toutes les parties du monde. Voilà, donc nous n'avons pas cette présentation. Et je vais donner la parole à Fanny Ruinard et Chloé Taillard-Yéven, qui sont responsables de programmes au Bureau français de l'Organisation internationale pour les migrations et qui travaillent depuis plus de 10 ans sur la question des migrants vulnérables et quelle protection on peut apporter aux migrants vulnérables. Je vois qu'il y a un diaporama qui est en cours de préparation. Il peut s'agir d'aide directe aux victimes, de formation des professionnels, d'actions de sensibilisation. Elles vont donc nous expliquer comment aussi l'OIM travaille avec d'autres organisations internationales et comment donc elles font pour aider les migrants qui, comme je l'ai dit en ouverture, sont à la fois auteurs et victimes. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet. Je tiens aussi à remercier l'Association française pour les Nations Unies pour cette invitation. Donc effectivement, cette intervention qu'on va faire à 2 voix, elle porte vraiment sur la coopération entre organisations internationales. Je vais commencer peut-être par quelques mots sur l'OIM pour peut-être ceux qui ne nous connaissent pas ou ceux qui nous connaissent peu. Merci. Donc, l'Organisation internationale pour les migrations, nous avons donc été fondée en 1951. On est la principale organisation internationale dans le domaine des migrations et nous avons donc rejoint le système des Nations Unies en 2016.
Donc, notre principe directeur, c'est que les migrations s'effectuant en bon ordre et dans le respect de la dignité humaine sont bénéfiques à la fois pour les migrants et pour les sociétés. Donc, on a un mandat qui est assez large et qui nous permet d'intervenir dans différents domaines relatifs à la migration à travers nos 400 bureaux dans le monde, répartis donc dans les 175 États membres. Ceci pour vous dire qu'on a une présence opérationnelle qui est assez importante vraiment sur le terrain. Au niveau de nos activités de lutte contre la traite, donc on a commencé à travailler sur ce sujet dans les années 90, donc on a une certaine expérience. Et depuis 1994, donc, nous avons assisté plus de 100 000 personnes victimes de la traite des êtres humains à travers le monde. Notre action, elle est assez variée. Le premier pilier qui est très important pour nous, c'est une assistance directe aux personnes victimes qui peut prendre différentes formes. Donc, que ce soit une mise à l'abri, donc dans des shelters, des foyers, merci. Un accompagnement, une aide médicale ou psychosociale, une aide à l'intégration dans les pays de destination et aussi une aide au retour volontaire et surtout à la réintégration pour les personnes victimes de traite qui, une fois qu'elles sont sorties des réseaux, souhaitent rentrer dans leur pays d'origine. Le deuxième volet, donc, c'est la formation des professionnels. On en a d'ailleurs parlé tout à l'heure. C'est vrai qu'on rencontre le même problème de nécessité constante de formation des personnels qui sont en première ligne. Ça peut être très varié, ça peut être à la fois les forces de l'ordre, ça peut être les personnels hospitaliers, ça peut être les personnels consulaires. Donc voilà, on mène en permanence des actions de sensibilisation et de formation auprès des personnes qui sont susceptibles d'être en contact avec les personnes victimes en première ligne pour qu'elles puissent les identifier et les orienter. Et enfin, donc, on mène des actions de sensibilisation et dans le but d'améliorer les politiques publiques, notamment dans le cadre de mécanismes nationaux et transnationaux. Donc, Fanny et moi-même, on est basés au bureau de Paris. Donc, c'est vrai qu'on couvre essentiellement la lutte contre la traite des êtres humains ici en France, mais on est amené aussi à se déployer dans différentes missions de l'OIM à l'étranger, que ce soit en Ukraine, bon, ça fait plusieurs années avant donc, le contexte actuel, à Djibouti, au Maroc, en Albanie, pour vous citer quelques exemples et pour vous dire que donc, on a une vision quand même assez globale du phénomène. Merci. Donc justement, cette vision globale du phénomène, elle nous amène à constater, et ça a été très très bien souligné par Madame Brisset en prenant le cas de la traite des enfants. Voilà, ça nous amène à constater le caractère vraiment protéiforme de ce phénomène qui recouvre donc des réalités qui sont très très différentes en fonction donc des contextes nationaux. Je vais laisser à notre collègue Erwan Tor, en sa qualité de magistrat, le soin de bien définir au niveau juridique ce que la traite des êtres humains recouvre. Mais simplement, il faut vous dire qu'on a vu des exemples au niveau des enfants, mais au niveau des adultes aussi, ça recouvre des réalités très différentes. Ça peut être aussi bien de l'exploitation sexuelle de jeunes femmes en Inde que des enlèvements de bébés en Haïti à des fins d'adoption internationale, ou encore, pour prendre un exemple qui est plus proche de nous, des recrutements de migrants afghans ou syriens en région parisienne qui sont recrutés par des intermédiaires peu scrupuleux pour ensuite travailler dans les champs en région Champagne, la production de champagne. Donc, tout ça pour vous dire que voilà, on a une variété de situations et c'est ce qui conduit en fait plusieurs organisations internationales à travailler sur le sujet avec des angles d'approche, des angles d'études, des angles d'action qui sont très différentes. Donc, je vous ai listé ici un certain nombre d'organisations qui travaillent sur le sujet. Donc, ce n'est pas exhaustif, mais pour que vous connaissiez les principales. Donc, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, UNODC, qui a déjà été mentionné, qui du coup, effectivement, a vraiment ce prisme de poursuite en fait, des auteurs avec une coopération judiciaire et policière. On a l'Organisation internationale du travail qui a également été citée, qui là va avoir un prisme beaucoup plus sur l'exploitation par le travail. Nous, évidemment, l'Organisation internationale pour les migrations, on va s'attacher au phénomène de mouvement de population. Comment est-ce que les victimes de traite donc, sont recrutées puis déplacées à travers les frontières, sachant que c'est aussi un phénomène qui peut avoir lieu à l'intérieur d'un même pays. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, donc là qui s'intéresse dans les mouvements de population réfugiés à l'existence de ce phénomène de traite. ONU Femmes qui là
va plutôt s'intéresser au caractère genré, sachant qu'au niveau global, on continue à identifier plus de femmes et filles victimes de la traite des êtres humains, bien qu'il y ait aussi des garçons et des hommes qui sont exploités. Et également deux organisations que j'ai indiquées ici qui sont régionales aussi pour qu'on ait un petit peu les deux niveaux. Il y a un niveau global et il y a des organisations qui sont onusiennes et d'autres qui ne le sont pas. Et on a aussi à travailler avec des organisations régionales comme le Conseil de l'Europe qui a un rôle très important dans la région, également déjà évoqué, et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Cette pluralité donc d'acteurs et le fait qu'on ait tous un petit peu un angle d'analyse et un angle d'action différent a conduit donc les Nations Unies lors d'une assemblée générale à créer donc le groupe de coordination interagence contre la traite des personnes, donc ICAT, qui est vraiment une espèce d'instance, un forum politique où les différentes organisations vont discuter pour mieux coopérer en fait au niveau international et essayer d'agir dans la même direction. Vraiment, un des buts, c'est de ne pas se recouvrir en fait en termes d'action. À l'heure actuelle, donc, on a 31 organisations internationales qui sont membres de l'ICAT, avec donc toutes les organisations que j'ai citées précédemment, sauf le Conseil de l'Europe. Et encore une fois, on a un mix entre des agences onusiennes et des organisations qui sont hors du système onusien, comme par exemple Interpol, qui a rejoint l'ICAT assez récemment. Ce forum, donc cette instance, elle nous permet, au-delà de ces discussions pour mieux coopérer, aussi de mettre en lumière des sujets spécifiques année par année, puisqu'on a une présidence tournante. Donc cette année, c'est justement l'OIM qui est présidente de l'ICAT en coprésidence avec le secrétariat des Nations Unies contre les violences faites aux enfants. Donc voilà, ça nous permet en fait d'insister sur certains sujets sur lesquels on souhaite travailler tous ensemble. Quelques exemples encore une fois. Donc l'an dernier, on a pu travailler dans le contexte de l'ICAT sur la traite des êtres humains en contexte de crise humanitaire, évidemment en lien avec la crise en Ukraine, mais également en Afghanistan, qui génère donc des mouvements importants de population avec des personnes extrêmement vulnérables et qui sont donc vulnérables à être recrutées par des réseaux de traite. Ou encore, et c'est un point qui a été souligné à de nombreuses reprises depuis le début de la journée, le fait de mieux exploiter les technologies pour lutter contre la traite des êtres humains, comme pour les autres types de criminalité transnationale organisée. Les réseaux ont effectivement des moyens très importants et donc il est important que dans le cadre de la lutte contre la traite, on mette aussi les moyens technologiques à disposition pour pouvoir lutter contre le phénomène. Et je vais laisser la parole à ma collègue pour qu'on puisse voir de manière un petit peu plus concrète comment est-ce qu'on coopère au quotidien entre ces différentes organisations internationales impliquées. C'est bon. Merci. Merci, monsieur. Merci, Chloé. Voilà, je voulais donc prendre la suite de Chloé pour vous présenter quelques actions concrètes qui ont été mises en place entre organisations internationales dans le domaine de la lutte contre la traite. Le premier exemple, ce sera donc le projet GLOACT qui a été mis en place entre 2015 et qui vient de s'achever en 2022. Donc, c'est un projet qui a été mis en place par l'UNODC, mais en partenariat avec l'OIM et l'UNICEF, qui ont pris donc chacun en compte leur spécificité. Donc l'UNICEF avec vraiment un focus sur la traite des enfants et l'OIM pour l'aspect plus lié à la migration en général. Concrètement, c'est un projet qui a été mis en place dans 13 pays cibles en Amérique latine, en Afrique, en Europe de l'Est et en Asie. Donc avec une couverture géographique très large. Et il s'agissait essentiellement de donner des outils et renforcer les capacités des gouvernements et de la société civile pour mettre en place des mécanismes d'identification et de prise en charge des migrants vulnérables, qu'ils soient victimes de trafic d'êtres humains ou de traite des êtres humains. Avec la conscience aussi que les profils sont variés, il peut s'agir d'enfants et d'adultes également. L'idée, c'était de pouvoir leur offrir une aide, une protection aussi selon les standards internationaux qui sont définis.
Dans le cadre de ce projet, concrètement, l'implication de l'OIM, ça a été de mettre en place des activités de protection et d'assistance aux migrants, comme l'a détaillé Chloé en début de présentation, mais aussi de former les acteurs en charge de la protection donc dans 6 pays cibles. Donc voilà, Biélorussie, Laos, Mali, Maroc, Afrique du Sud et Brésil. Et ça a aussi été un projet très important pour ce qu'il a été la production de documentation spécialisée, avec un guide qui détaille en fait l'assistance que l'on peut mettre en place pour les migrants vulnérables, donc victimes de traite ou de trafic, mais également un guide à l'attention des autorités nationales pour la mise en place de mécanismes nationaux d'orientation et de prise en charge, donc qui peuvent être utiles aux pays voilà, qui ont participé activement au projet, mais également qui peut être aussi utile à un pays comme par exemple la France, qui n'a pas encore de mécanisme national d'orientation, mais qui, on l'espère, en aura un prochainement. Voilà, donc c'est vraiment de la documentation qui est utile à grande échelle. On a aussi 2 autres exemples concrets de coopération. Je voulais vous mentionner une coopération entre l'OIM et l'Organisation de l'aviation civile internationale en 2019, donc assez récemment. Il s'agissait de travailler en fait sur la sensibilisation du personnel aéroportuaire sur l'identification des personnes victimes de traite, puisqu'il est reconnu qu'en fait les personnes victimes de traite utilisent à un moment ou à un autre dans leur déplacement l'avion. Donc, avec ce passage de frontières où elles vont devoir présenter des documents, où elles vont être face à des forces de l'ordre qui, si elles sont formées à des critères d'identification, peuvent reconnaître certains, enfin voilà, peuvent être en capacité d'identifier les victimes. Mais on voulait aussi travailler avec les compagnies aériennes qui se trouvent dans une situation assez unique pendant le vol, en fait, qui peut parfois être long, et dont le personnel peut identifier des comportements, que ce soit de la part des personnes victimes ou de la part des personnes accompagnantes, trafiquantes, et peuvent en référer au commandant de bord, qui, lui, a la capacité de prévenir éventuellement les forces de l'ordre à l'arrivée. C'est vraiment un sujet assez récent qui a été pris en compte par l'OACI et aussi par IATA, et qui a en fait permis de développer des circulaires et des mécanismes de formation à destination des compagnies aériennes en lien avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Donc là encore, on voit une coopération entre organisations internationales qui voilà, a vraiment des fins très concrètes d'identification et de protection des personnes victimes. Et un dernier exemple de coopération donc entre l'OIM cette fois-ci et le FNUAP, donc le Fonds des Nations Unies pour les populations. C'est un cas vraiment qu'on a traité ici depuis Paris. Il s'agissait de soutenir une personne victime de traite à des fins d'exploitation domestique, donc ici en France, en région parisienne, qui souhaitait bénéficier d'un soutien pour rentrer dans son pays, en l'occurrence le Bhoutan. Et alors, malgré notre grande couverture géographique, l'OIM n'est pas présente au Bhoutan et très peu d'organisations internationales le sont. Mais on a pu, via des collègues au siège de l'OIM, être en contact avec le bureau national du FNUAP au Bhoutan, qui nous a aidés à identifier au Bhoutan un service spécialisé qui aide les femmes et les enfants, pas forcément victimes de traite, mais qui a des fins de soutien, on va dire, aux femmes et aux enfants, et qui nous a aidés, avec lequel on a travaillé pendant plus d'1 an sur l'aide et le suivi de cette personne qui avait fait le choix de rentrer. Et je pense, enfin, voilà, on a vraiment travaillé sur ce cas très concrètement, et je pense qu'on a plutôt réussi. Donc, on voit à quel point la coopération entre agences des Nations Unies ou organisations internationales en général peut avoir des effets concrets sur la lutte contre la traite des êtres humains. Je vous remercie. Merci beaucoup, et nous terminons cette table ronde par Erwan Tor, qui est magistrat, et plus précisément depuis 2020
chargé d'une mission. Comment? Ah oui, très bien. Donc, qui est depuis 2020 chargé de mission lutte contre la traite des êtres humains à la représentation permanente de la France auprès des Nations Unies à Vienne. Il a été auparavant comme magistrat praticien, puisqu'il a travaillé au démantèlement de réseaux de traite comme juge d'instruction pendant plusieurs années, mais il a aussi été conseiller de la Cour d'appel à la Chambre de la famille en travaillant sur les mesures de protection de l'enfance, de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, aux deux côtés, disons, de la chaîne. Il a aussi été conseiller sur la lutte contre la criminalité organisée au secrétariat de l'OSCE à Vienne également, sur les mécanismes d'entraide et de coopération pénale internationale. Voilà, donc je vois qu'il a réussi à installer son diaporama. Il va donc nous parler de ces questions de traite dans un cadre international, puisque, comme on l'a vu dans toute la matinée, les ramifications criminelles et les trafics internationaux sont vraiment au cœur de notre sujet. Voilà, il va nous expliquer quel cadre international a été mis en place pour endiguer ces réseaux, comment on peut amplifier la coopération entre les forces de police des différents pays. Et puis, je crois, avec un zoom particulier sur le sujet de l'Ukraine, où la guerre en Ukraine a provoqué des inquiétudes sur des risques d'exploitation supplémentaires des personnes. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet. Alors, voilà, donc après ces deux interventions qu'on a eues, d'abord sur les enfants, qui sont vraiment un des focus capital pour nous, la France, et puis sur l'immigration et le rôle de l'OIM, ma présentation va être axée sur l'action de la France. Alors, pour répondre à des questions qui avaient été posées tout à l'heure sur l'utilisation de l'UNTOC et finalement son utilisation en France, ce qu'on peut voir, c'est que oui, la traite des êtres humains a été définie après le protocole sur la traite des êtres humains de l'ONUDC. On entre aussi avec le cadre du Conseil de l'Europe, comme ça a été mentionné avec la Convention de Varsovie de 2008, et puis la directive européenne de 2011 sur la traite des êtres humains et notre définition de la traite des êtres humains aujourd'hui, donc elle date de 2013. L'article du Code pénal a été révisé à cette date-là. Et donc, ça recouvre les différentes actions que nous connaissons tous, hein, qui sont le fait de recruter, d'héberger, de transporter, mais il n'y a pas forcément de transporter d'un pays à l'autre. La traite nationale, c'est un phénomène important, particulièrement en Europe, donc aussi en France. Ça, c'est l'acte. Le moyen, c'est la contrainte ou l'abus de vulnérabilité. Comme vous le savez, il n'y a pas besoin de prouver ni la vulnérabilité ni la contrainte lorsqu'on est sur la traite des enfants, puisque la vulnérabilité, elle est inhérente. Cette notion de vulnérabilité en France, on l'entend largement, puisqu'on inclut également la vulnérabilité économique, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Et ça, c'est important quand on pense à l'identification des victimes. Et enfin, les moyens d'exploitation. Et c'est pour ça que j'évoque ce cadre spécifique de la directive européenne. C'est que, contrairement au protocole de Palerme, on a ajouté des formes d'exploitation qui n'étaient pas intégrées dans le protocole en 2000. Et ce sont des formes d'exploitation qui sont discutées aujourd'hui dans les groupes de travail à l'ONUDC, notamment le dernier groupe de travail sur la traite de la conférence des parties qui a eu lieu il y a quelques mois, c'est-à-dire la criminalité forcée. Donc, les différentes formes qu'on retrouve en France, c'est quoi? Oui, c'est l'exploitation sexuelle, en particulier des femmes et des enfants. L'exploitation sexuelle des hommes, elle existe, mais c'est une réalité que les victimes identifiées sont plus spécifiquement des victimes femmes et filles. C'est l'exploitation par le travail, avec une augmentation des cas d'identification dans le monde, particulièrement en Europe et puis en France. L'Office central de lutte contre le travail illégal a pu amener à bien un premier dossier de traite d'exploitation par le travail qui est jugé en France. Ça y est, on en a. Et puis, c'est l'exploitation avec la criminalité et la mendicité forcée, où on retrouve avec des dossiers qui sont emblématiques avec l'Europe du Sud-Est, comme le dossier Roman Express, où c'était des minorités, des enfants de la communauté rome en provenance de Roumanie qui étaient exploités par leur famille dans le métro parisien pour faire du pickpocketing et qui a été une grande réussite. Il y a d'autres dossiers connus, hein, le dossier Amidovic avec la Bosnie-Herzégovine qui vient d'être jugé, qui est un dossier qui date déjà de quelques années maintenant, mais qui a été jugé définitivement ces derniers temps.
Alors, allons dans le mécanisme en France. Qu'est-ce que c'est que le mécanisme de coordination en France? Comment ça marche? La traite des êtres humains, oui, c'est des policiers qui enquêtent, oui, ce sont des procureurs qui poursuivent et des juges qui jugent, qui sanctionnent. Ce sont des ONG et le rôle des associatifs est extrêmement important en matière d'identification, également de formation des acteurs et de protection de ce qui peut être apporté aux victimes. Le rôle des associations, il est là aussi pour le traitement qui peut être fait des auteurs. Alors, pas directement de traite, mais quand on a évoqué un peu plus tôt la sanction des clients de prostitution, eh bien, en France, il y a le stage qui est imposé à ces clients de prostitution, qui est mis en œuvre par des associations. Donc, les associations, elles interviennent vraiment sur l'ensemble de la chaîne. Mais la coordination qui est organisée au niveau national, elle est assurée par la MIPROF. La MIPROF, c'est une mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains, qui est rattachée au ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Donc, j'insiste sur le travail qui avait été réalisé par la secrétaire générale Elisabeth Moreau, qui est à l'origine, qui a créé cette mission et qui est partie à la retraite en fin de 2022. Et donc là, on est dans l'attente du processus de finalisation de son remplacement, puisqu'actuellement, la MIPROF n'a pas de nouvelle ou de nouveau secrétaire général. Ça devrait être finalisé rapidement. L'action de cette MIPROF, c'est quoi? C'est de coordonner les actions du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Justice, du ministère de la Formation, l'éducation. Les autres ministères qui peuvent être impliqués, c'est le ministère aussi de l'aménagement du territoire. Il y a beaucoup de ministères, beaucoup d'actions à coordonner. Le rôle du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, puisque je suis détaché maintenant au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et c'est en cette qualité que je viens vous parler. Quel est-il? Eh bien, c'est la mise en œuvre de la dimension internationale, du plan d'action national qui est mis en œuvre par la MIPROF. Cet arsenal français, dont on a parlé tout à l'heure avec la loi de 2016, par exemple, la loi de 2016 sur le renforcement de la lutte contre les systèmes prostitutionnels et visant à accompagner les victimes de la prostitution, c'est-à-dire les prostituées ne sont plus considérées comme des personnes qu'on peut mettre en garde à vue, des personnes qui doivent être sanctionnées, mais comme des victimes. Et les clients, on va chercher à les responsabiliser. Il y a donc une stratégie conjointe des deux ministères suédois et français depuis 2019 pour promouvoir ce modèle. Et monsieur le préfet, il y a donc des réflexions et des discussions en cours qui sont avec l'Espagne, par exemple, en ce moment, assez avancées sur la promotion de ce modèle. Il y a également la loi de 2017. La loi de 2017, c'est sur le devoir de vigilance dans les chaînes d'approvisionnement. Et là, on n'est plus sur l'exploitation par le travail. On a ce plan d'action, mais on a aussi la stratégie de l'Alliance 8.7, puisque la France est devenue un pays pionnier en 2021 de l'Alliance 8.7. Donc, il y a une stratégie qui a été faite par Mme Anoucha Carvar, qui la met en œuvre. Et puis, on a le premier plan d'action contre la prostitution des mineurs qui a été lancé en 2021, puisqu'en France, on est confronté de plus en plus à des victimes de prostitution qui sont françaises. On est sur des victimes français, ce pas des Nigérianes qui sont amenées par des réseaux, ce ne sont pas des personnes d'Europe du Sud-Est ou d'Amérique du Sud, c'est un phénomène qu'on identifie de plus en plus, mais bien une prostitution de mineurs nationale. Et donc, pour répondre à cette problématique, le gouvernement a décidé de mettre en place un premier plan d'action national. Ce système, tout cet arsenal, il est valorisé au niveau international. Il y a eu le rapport de Valiant Richer, le représentant spécial et coordinateur de l'OSCE chargé de la lutte contre la traite des êtres humains, qui a été diffusé en fin d'année dernière, en 2022, et qui est venu valoriser cette action. Comme vous le savez, il y a d'autres mécanismes qui viennent évaluer l'action de la France sur la traite. Au niveau du Conseil de l'Europe, c'est le GRETA. Et puis, comme ça a été indiqué ce matin, maintenant, au niveau de la Convention de Palerme, on est en train de lancer pour la première fois un mécanisme de mise en examen, un peu sur le même modèle que Mérida, mais pas tout à fait, avec un phénomène d'évaluation par les pairs. Et donc, la France est en train de finaliser son questionnaire d'auto-évaluation qui va être transmis à 2 pays, un de la zone et puis un autre. C'est donc Suisse et Algérie. Et puis ensuite, il y aura des recommandations qui pourraient être faites. Donc,
revenons sur notre action avec les partenaires, puisqu'on est là pour l'action de la coopération internationale. L'action de la France et l'action du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères dans ce cadre, elle est faite conjointement, en tout cas, elle s'inscrit dans le cadre européen. La stratégie de l'Union européenne et le nouveau plan d'action contre le trafic des migrants, donc on est traite des êtres humains et trafic de migrants, insistent énormément sur la dimension de partenariat avec les pays de transit et d'origine. Au mois d'avril, donc le 28 avril, il va y avoir la réunion des coordinateurs nationaux chargés de la lutte contre la traite dans les pays de l'Union européenne, qui va avoir un axe spécifiquement dédié sur l'action avec le partenariat avec les pays de transit et d'origine. S'agissant de l'Europe du Sud-Est, le sommet UE-Balkans occidentaux, qui s'est tenu à Tirana en décembre 2022, c'était la première fois qu'on avait un des sommets UE-Balkans occidentaux qui ne se tenait pas à Bruxelles, mais dans un des pays de la zone. Il insiste sur notre engagement commun à lutter contre la traite des êtres humains, et ça a été l'occasion de lancer un projet, une initiative de la Commission européenne, un programme IPA, d'un montant important de 30 millions d'euros, pour travailler, pour renforcer les capacités de lutte contre la traite des êtres humains en Europe du Sud-Est. Et la France y prend toute sa place, puisque la France est en co-lead avec l'Allemagne sur ce point. C'est Civipol qui est en première ligne avec Expertise France en soutien. Alors, état de la menace. Le rapport de l'ONUDC, puisque moi je travaille avec l'ONUDC et l'OSCE, il est sorti le 24 janvier de cette année, mais c'est le rapport 2022. Il se base sur des chiffres qui sont de 2020. Et comme vous pouvez le voir pour Western and Southern Europe, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'Union européenne. Les victimes les plus détectées en Union européenne, en tout cas dans notre région, et les trafiquants, vous voyez que c'est une grande partie de ressortissants nationaux, hein, et que la deuxième part, c'est l'Europe du Sud-Est. Donc l'action de travailler sur l'Europe du Sud-Est, elle découle des chiffres, qu'il s'agisse des victimes ou des trafiquants. Alors, quelle forme est-ce que ça va prendre, cette action spécifique du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères dans le cadre de l'action coordonnée par la MIPROF? Eh bien, c'est donc la création d'un poste spécifique de chargé de mission sur la traite des êtres humains en Europe du Sud-Est, le poste que j'occupe actuellement, le développement d'une programmation chaque année d'activités de coopération technique dans le cadre d'une stratégie interministérielle de renforcement des capacités de la traite des êtres humains en Europe du Sud-Est, présidée par l'ambassadeur Caron, et qui réunit la MIPROF, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice et les différentes directions dédiées pour pouvoir savoir combien de moyens on va mettre et quel type d'action on va pouvoir mettre en œuvre. Quel type d'action? C'est un travail avec les ONG. Le travail avec les ONG, encore une fois, il est prépondérant et la France est le 5e contributeur du Fonds des Nations Unies contre la traite des êtres humains, le UN Trust Fund. Et la campagne Cœur Bleu a donné lieu, pour répondre à ce qui a été indiqué par l'IOM, à la promotion de l'action et de l'engagement contre la traite des êtres humains avec des side events, avec IATA, dont vous avez mentionné, hein, International Air Transport Association, qui est basée en Suisse, pour essayer d'attraire le secteur privé aux côtés du monde des ONG dans la lutte contre la traite des êtres humains, qui n'est pas de la seule responsabilité des acteurs gouvernementaux, parce qu'on ne s'en sortira pas sans les ONG, clairement, mais aussi sans le secteur privé qu'on essaye d'impliquer de plus en plus, qu'il s'agisse des chaînes d'approvisionnement, avec la directive de l'Union européenne qui a pris le modèle, en tout cas qui s'est basé sur notre loi de 2017 et qui a été prise en décembre de 2022. Alors, ces actions que nous faisons, c'est quoi? C'est beaucoup d'ateliers régionaux d'experts. Quand il y a eu le Covid en 2021, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Comment on va pouvoir travailler, faire des ateliers d'experts? Ça ne va pas être possible. Eh bien, on s'est retrouvé avec la possibilité de démultiplier le nombre d'ateliers, mais cette fois en ligne. Et on a réuni 450 experts, quand on prend à chaque fois le nombre de personnes qui ont attendu, qui ont participé à ces ateliers. Et évidemment, la France était en première ligne. On avait donc l'OCLTI qui est intervenu, l'OCRET qui est intervenu, bien sûr, la Brigade de protection des mineurs, au niveau justice, la JUNALCO, les magistrats de liaison. On a eu aussi le monde associatif, la DIAV, la délégation interministérielle des 2 victimes, pour essayer de pouvoir échanger avec les acteurs en charge de la lutte contre la traite des êtres humains en Europe du Sud-Est, avec 2 objectifs. Le premier objectif, c'est qu'une coopération technique qui est là pour faciliter une coopération opérationnelle,
Donc, ce n'est pas juste pour former des gens, c'est pour former des gens pour qu'il y ait plus d'identification et d'arrestation et plus de réponses pour lutter contre cette traite. Et puis, un deuxième objectif qui était celui d'identifier là où on pouvait formuler des recommandations. Et en fait, ce premier rapport de l'ONUDC a été fait sur financement hors France et suédois sur la traite en Europe du Sud-Est, finalisé l'année dernière et présenté sous présidence française de l'Union européenne à Bruxelles lors de la réunion des experts JAI où je l'avais présenté, et puis un peu plus tard, toujours à Bruxelles. Alors, revenons à nos priorités. Quelles priorités pour 2023 ? Quelles sont les priorités qui ont été arrêtées ? L'utilisation des technologies en ligne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut juste savoir aussi que sur l'Europe du Sud-Est, la France, avec la Slovénie, on finance un centre régional de renforcement des capacités cyber dans les Balkans occidentaux qui va ouvrir en courant du printemps. On est vraiment sur les dernières... là, il est annoncé. Il doit être ouvert en avril, mai, juin au plus tard. Et donc, avec l'ONUDC, on va organiser un atelier d'experts, donc il sera au Monténégro, je peux tout à fait le dire, c'est annoncé, pour pouvoir donc montrer quel peut être le rôle de l'ONUDC pour venir soutenir ce centre régional de renforcement des capacités cyber dans les Balkans sur financement franco-slovène. Les enquêtes financières, ça a été indiqué, enquête financière, c'est le problème, c'est que les autorités qui sont chargées de la traite, elles n'ont pas les capacités pour faire les enquêtes financières. Donc, ça veut dire qu'il faut faire travailler ensemble les spécialistes de la traite et les spécialistes des enquêtes financières. Et ça veut dire ne pas commencer son enquête de la traite et attendre à la fin l'enquête financière, parce que là, ce sera trop tard. Et donc, oui, il n'y aura pas de saisie. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de volonté politique, c'est que c'est venu trop tard. La stratégie d'enquête, elle est capitale à retravailler pour dire faites travailler vos services compétents sur la traite et vos services compétents en enquête financière dès le début pour pouvoir avoir une réponse efficace. Les liens entre traite et réseaux migratoires, puisque la traite des êtres humains, ce n'est pas du trafic de migrants, mais qu'il y a des liens et qu'effectivement, si on a des victimes étrangères, quand on sait que 90% des migrants irréguliers, comme ça a été rappelé par le préfet, comme vous l'avez rappelé, ont utilisé les services à un moment donné sur leur trajet de réseau de migrants, on voit bien qu'il y a des liens qui doivent être faits. L'identification et la protection des victimes, on a fait cet atelier il y a 3 semaines à Tirana et on l'a axé sur les victimes mineures et avec une prise en charge des mineurs victimes qui est spécifique, avec des foyers spécifiques comme le foyer Koucha, qui est un foyer secret en France, pour pouvoir couper les victimes mineures des réseaux, parce que la plupart du temps, les victimes mineures qui sont contraintes à commettre des délits vont fuir leur lieu de placement pour retrouver, avec cette loyauté au clan, cette loyauté à la famille qui les exploite, leurs exploitants. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de trouver une réponse qui peut être la plus protectrice de ces victimes mineures. L'exploitation par le travail, puisque l'idée, c'est de ne pas axer que sur l'exploitation sexuelle, même si, encore une fois, c'est la forme la plus identifiée. Et enfin, l'impact de la guerre en Ukraine. Pourquoi est-ce qu'on a voulu ajouter l'impact de la guerre en Ukraine sur la traite des êtres humains quand on a travaillé sur notre programmation des activités de l'Europe du Sud-Est? Parce que cet impact, il est réel. Le rôle de l'OIM, le rôle de l'UNHCR ici en France, à côté de la MIPROF, je ne vais pas forcément m'étendre dessus. Sur quoi je vais parler, c'est notre prochain atelier de régional d'experts qu'on va faire avec l'ONUDC, qui sera d'ailleurs sur financement également de la Suède, sera en Roumanie les 28 et 29 mars 2023. Donc c'est-à-dire dans quelques semaines, et sera axé spécifiquement là-dessus. On abordera l'OA, l'Operational Action, qui est faite au niveau d'impact avec l'OCRET en particulier sur ce groupe-là. On parlera peut-être du réseau Eurojust des procureurs sur la traite des êtres humains, qui a été lancé en lien avec cela, et on parlera du faible nombre de victimes identifiées, qui peut être d'une part une bonne chose parce que ça veut dire que les mesures de prévention, elles ont vraiment marché, que la directive de protection temporaire, ça a fonctionné, mais c'est peut-être aussi juste une identification qui doit être encore travaillée en lien avec les associations, et c'est un phénomène qui commence à être vu, on le voit dans le cadre de journées d'impact, ou maintenant notamment sur la traite en ligne, on a eu beaucoup d'annonces de clients cherchant escorte Ukraine, viol Ukraine, des choses comme ça. Et le marché a réagi quelques semaines après avec des offres en ligne de services sexuels en lien avec des femmes et des filles ukrainiennes
Donc la traite, même si elle est peu identifiée, on voit qu'il faut qu'on le prenne en compte. L'action de l'OSCE sur spécifiquement la lutte contre la traite dans le contexte de la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine, ça a été des réunions régulières au niveau politique et experts, l'élaboration de 2 sets de recommandations très rapidement, dès le mois de mars pour les premières, et un projet extra-budgétaire que la France a été le premier État participant à financer pour soutenir les États participants de l'OSCE dans la mise en œuvre de ces recommandations. Et avec ça, j'en ai fini. Je vous ai mis le lien pour la lettre d'information du mois de septembre 2022, puisque j'essaye tous les 4 ou 6 mois d'avoir une lettre reprenant ce qu'on a pu dire. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup de toutes vos interventions. On voit bien la diversité extrêmement grande des activités criminelles et en même temps leur plasticité. Vous le rappeliez encore récemment à l'instant avec l'Ukraine, leur plasticité et leur réactivité immédiate. Donc, qu'on remonte dans l'histoire ancienne avec l'exploitation des enfants, qui, comme vous l'avez dit, qui est un phénomène à la fois malheureusement très actuel qui se développe et puis qui a aussi des racines historiques profondes, ou une adaptation, une adaptabilité très grande aux crises, aux personnes en état de faiblesse, alors que nous, c'est ce que je rappelais tout à l'heure avec l'arrêt de la Cour de justice, nous, autorités publiques, on est forcé évidemment de respecter l'état de droit et donc on a logiquement un certain nombre de contraintes que n'ont pas les trafiquants. Donc forcément, leur adaptabilité, leur capacité d'adaptation est malheureusement beaucoup plus grande que la nôtre. Alors, il nous reste un quart d'heure. Si vous avez des questions, des interventions pour nos intervenants. Oui. Oui, peut-être que Bérangère veut aussi intervenir là-dessus. Quelle est comment vous utilisez maintenant c'est plutôt opérationnel ce que je vais dire, mais comment vous utilisez d'une manière, je dirais, nuancée, le protocole sur la traite et le protocole sur le trafic de migrants? Parce que nous avions fait une différence très claire que Bérangère connaît bien puisqu'elle elle a présidé ça. On avait bien fait la différence. On avait trouvé que effectivement la traite, bon, ben, il y avait tous les éléments qu'on a mis dans la menace pour les majeurs et puis donc indépendamment de leur volonté, ça durait 6 mois cette définition parce qu'il y avait bataille des États du Nord contre les États du Sud. Finalement, c'est le nonce apostolique qui avait trouvé la solution en disant indépendamment de la volonté des personnes, à partir du moment où il y a contrainte, c'est une traite. L'État du Nord disant qu'effectivement les femmes peuvent se prostituer, etc. Donc on avait trouvé cette solution. Mais par contre, on avait développé de nombreuses comment dirais-je, dispositions pour les victimes de la traite, alors qu'on avait été enfin, plus réservé, je veux dire, sur les migrants eux-mêmes. Mais comment on s'aperçoit maintenant que dans le cadre de la migration, il peut aussi y avoir du trafic, alors de la traite, pardon, trafficking in English. Donc, je voudrais voir si vous avez des éléments là-dessus. Peut-être Chloé Taillard et Fanny ou Erwan, je ne sais pas. Merci, je vais peut-être commencer. Bon, alors, le protocole sur les migrants, il n'est pas aussi universellement reconnu que le protocole sur la traite des êtres humains. Un protocole des êtres humains, c'est 178, on est passé à 79, je crois même l'année dernière. Le trafic des migrants, c'est beaucoup plus réduit. Ouais. Ensuite, on a dans le trafic des migrants l'idée de viser d'en tirer un bénéfice. Ça, c'est un élément de définition qui est compliqué pour plusieurs pays, hein, sur l'aide au séjour et à l'entrée irrégulière. Donc, c'est quand même compliqué. Le fait de pouvoir bien distinguer ce qui se passe à Genève avec les réfugiés, les conventions, et ne pas mélanger les débats des risques des réfugiés, notamment en mer, avec les migrants. Ce sont des débats qui nous occupent à chaque groupe de travail sur le trafic des migrants, cette volonté enfin, ce risque de mixer
les différentes enceintes entre Genève, les réfugiés, et le trafic de migrants dont on est de la criminalité organisée, une réponse de la criminalité organisée à l'ONUDC. Donc ça, c'est vraiment une tendance qu'on voit particulière. Une autre tendance, c'est qu'au début, l'idée de l'ONUDC, c'était de bien distinguer la traite des êtres humains avec le trafic des migrants, avec des manuels très clairement disant là c'est international, là c'est pas, voilà, là c'est pas international, là il y a contrainte, là il n'y a pas contrainte, là il y a victime, là il y a consentement. Et aujourd'hui, hein, on se rend compte de plus en plus que c'est très compliqué de dire que les migrants qui ont recours à des services de passeurs le cherchent bien. Hein. Et donc, ça a même été rappelé dans la déclaration du plan des Nations Unies qui a été adoptée en 2021, où on a remis les liens qui existaient entre traite des êtres humains et trafic de migrants de façon très claire. L'ONUDC maintenant cherche à travailler sur les formes aggravées de trafic de migrants. C'est vraiment le focus sur aggravated form of migrant smuggling. Et l'idée, c'est de dire que les femmes vont subir la plupart du temps des formes de violence sexuelle, les hommes des formes de violence, pas de nature sexuelle, mais des formes de violence, et que donc du coup, voilà, donc du coup, on essaye de voir maintenant de plus en plus les liens qui peuvent avoir lieu, même si au niveau opérationnel, on se rend compte que ce n'est pas forcément les mêmes groupes qui vont aider à faire le trafic de migrants que ceux qui vont exploiter. Parce que quand on disait tout à l'heure qu'il y a des groupes qui vont amener des armes et puis revenir avec de la drogue, c'est la même chose. En fait, c'est des services logistiques qui vont être utilisés par différents groupes qui ne sont pas liés entre eux, mais qui utilisent ces moyens logistiques. Donc, ce qui fait que les groupes de traite ne sont pas forcément ceux des groupes de migrants. Mais je vois qu'on a Jaitok et Marc Shaw qui sans doute pourra développer ces éléments tout à l'heure. Merci. Alors, peut-être pour compléter un... Non, là, c'est bon. Peut-être pour compléter un petit peu, effectivement, d'un point de vue très opérationnel et du point de vue de l'OIM, je ne sais pas si ça va tout à fait répondre à votre question, mais en tout cas pour exprimer le fait qu'effectivement, ça nous pose problème parfois sur le terrain, notamment depuis 2015-2016, puisque avant, on avait des réseaux qui étaient quand même assez, on va dire, pas séparés, il y avait des connexions. Mais depuis 2015 et 2016, il y a une vraie imbrication entre les deux types de réseaux, réseau de traite et réseau de trafic. Ça nous pose des problèmes, notamment pour tout ce qui est protection, qui nous est vraiment au cœur de notre travail à toutes les deux, puisque le fait de reconnaître à une personne le statut de victime de traite des êtres humains, ça lui ouvre des droits. Notamment quand on parle de personnes migrantes, qui donc, une fois qu'elles sortent du réseau, vont avoir des problématiques en termes de droit au séjour pour pouvoir rester en France si elles souhaitent rester en France ou d'ailleurs dans les autres pays de l'Union européenne. Et ça nous pose problème quand les personnes, en fait, ont été... Voilà, on a un schéma qui est beaucoup moins simple, on va dire, voilà, clair que le recrutement dans le pays d'origine, le transport avec juste un transport par un pays de transit, et puis l'exploitation dans le pays de destination, qui est un peu le schéma qui est prévu par le cadre législatif et qui correspond toujours à une certaine réalité. Mais là, on a des personnes, par exemple, notamment sur la route qui passe par la Libye, où les personnes démarrent un petit peu leur parcours sur plutôt du trafic, on va dire, parce qu'elles sont dans une démarche volontaire. Et puis, au milieu, sur le trajet, vont être recrutées, vont être exploitées en Libye, donc dans un pays de transit. Puis ensuite, ça va continuer, par exemple, en Italie, parce que la destination, c'est quand même d'être exploitée, notamment sexuellement pour les femmes nigérianes en Italie. Et puis finalement, vont arriver en France, mais une fois qu'elles sont sorties du réseau. Et puis en France, là, elles vont être assistées par des ONG, elles vont manifester et elles vont exprimer tout ce qui leur est arrivé. Mais ici, ça va être difficile de poursuivre les auteurs et de leur faire obtenir ce statut de victime de traite alors que l'exploitation n'a pas eu lieu en France, dans le pays de destination, mais en Libye ou en Italie. Donc, elles n'obtiennent pas forcément le statut de victime de traite. Et donc, pour la protection, voilà. On a des solutions parce que les personnes, alors notamment en France, l'OFPRA donne la protection internationale, donc le statut de réfugié pour pouvoir du coup protéger ces personnes-là. Mais du coup, elles ne bénéficient pas du titre de séjour qui est prévu pour les personnes qui sont reconnues victimes de traite. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Yes, I was wondering, last week, I think there was a
a report in the New York Times that child labor has gone up 33 or 34%. A lot of them are migrant children, and apparently they're filling domestic labor shortages. This was in the business pages. And I was just wondering, so if it's systemic that major food producers in the US are systematically hiring children, do you consider that part, is that organized crime? Or is that a labor violation? Peut-être pour commencer, alors effectivement, le rapport mondial de l'ONUDC identifie une victime sur 3 de traite est identifiée comme un enfant. Hein. Voilà, une victime sur 3 identifiée, c'est un enfant, c'est-à-dire 33%. Et c'est une proportion qui n'arrête pas de grandir. Donc ça, c'est une certitude. La question ensuite, c'est cette question du devoir de vigilance et de la section du client. Au niveau européen, a été adoptée en fin 2022 une directive sur le devoir de vigilance, c'est-à-dire que les entreprises ne sont pas responsables uniquement de ce qui se passe dans le pays où elles sont, mais elles doivent prendre un plan qui cartographie les différents risques rencontrés sur les droits de l'homme et l'environnement, mais là on parle vraiment sur les droits de l'homme, c'est-à-dire sur la traite des êtres humains, tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Ils doivent prendre un plan qui cartographie ces risques et qui prévoit des réponses, c'est-à-dire des mesures pour réduire ces risques. Si ce plan n'est pas pris, il peut y avoir des sanctions qui sont prises. Au niveau du G7, il y a des discussions de cet ordre-là. Donc oui, il y a une volonté de prendre en compte cette réalité que dans les chaînes d'approvisionnement, tout le monde le sait, il y a des enfants qui sont victimes de la traite des êtres humains. C'est quelque chose qui se travaille au niveau législatif. La question maintenant, c'est jusqu'où est-ce qu'on fait porter la responsabilité? Si on devait travailler, puisque le protocole prévoit que l'usager de services issus de la traite des êtres humains, alors selon le Conseil de l'Europe, en tout cas c'est le truc du Conseil de l'Europe, c'est en ayant connaissance que ces services proviennent d'une victime de la traite, peut être sanctionné. Donc il y a des débats en disant jusqu'où est-ce que ça doit aller? Quand on est client d'une victime d'exploitation sexuelle, on voit bien que cette personne qui est nigériane, qui a 14 ans, elle est dans un réseau. Donc, c'est facile d'identifier la connaissance qu'il peut y avoir du fait que c'est une personne victime. Quand on est un acheteur d'un t-shirt ou d'un service dont on sait qu'il va y avoir de la traite, est-ce qu'on devrait pouvoir travailler sur l'usager? Ce sont des questions qui vont dans le cadre de la chaîne d'approvisionnement. Où est-ce qu'on arrête la possibilité de pouvoir identifier une personne comme participant en pleine connaissance de cause à l'usage de services de la traite? Merci. À propos des enfants, comme je le disais tout à l'heure, la partie l'écrasante majorité des enfants victimes de la traite sont victimes de la traite, je parle en nombre là, pas en gravité, mais en nombre, sont victimes de la traite sud-sud. Et la question, par exemple, des pays de l'intérieur vers la côte, vers le golfe de Guinée, ou au contraire vers l'Afrique de l'Est et vers le Moyen-Orient, sud-sud. Et donc la question que j'aurais voulu me poser en vous écoutant, c'est, je comprends que l'Europe a développé des quantités d'instruments, et c'est tant mieux, mais est-ce que dans le reste du monde, où l'écrasante majorité des enfants victimes de traite vivent, par exemple, je pense à l'Asie du Sud, est-ce qu'il y a de quelconques instruments opérationnels pour criminaliser ce genre de traite qui est quelquefois dans un village? À partir d'un village, on envoie les enfants vers la ville, on vole les enfants dans le nord de la Thaïlande pour les faire exploiter à Bangkok, on vole des enfants du Cambodge pour les mettre dans des bordels de Bangkok, etc. Tout ça se passe à un niveau micro-industriel, si je peux dire. Et donc là, ma question, c'est est-ce que tous les instruments sophistiqués dont vous avez parlé ont un quelconque impact sur cette traite-là, qui est la traite la plus massive pour ce qui concerne les mineurs? Merci. L'ONUDC est à 90 ou 95% financé par des contributions volontaires pour des projets. C'est-à-dire que l'action qui va être faite par ces organisations internationales, elle va dépendre
de ce que le donneur, le bailleur de fonds, va vouloir souhaiter faire. Et quand vous avez parlé tout à l'heure du travail important entre la traite sud-nord, qui est très identifiée, c'est sûr que c'est un focus important. Donc, et l'idée, c'est effectivement de travailler sur des projets sud-sud. Alors, j'ai en tête des projets sud-sud qui existent de plus en plus, notamment, comme vous le dites, sur la région africaine, où on essaye de travailler sur des projets sud-sud. Il y a des financements qui sont faits en ce sens, donc il y a un travail qui est fait là-dessus. J'ai peut-être quelque chose à ajouter là-dessus. Comme vous l'avez fait remarquer, la Convention de Palerme, elle a comment dirais-je, deux fonctions. Elle a d'abord la fonction, avant tout, avant même la coopération internationale, de créer à l'intérieur des États, pour les États, des obligations d'incrimination. D'accord? Après, ça sert à la double incrimination, mais des obligations d'incriminer des pratiques. Dans le cadre du protocole trafic, vous avez une définition. La définition du trafic s'applique à l'intérieur de l'État. Et comme vous avez une convention qui a comment dirais-je, une application extrêmement large, même dans le cas du trafic je veux dire, nord de la Thaïlande, de Bangkok, sur le plan de l'incrimination, ça doit pouvoir s'appliquer. Donc, il faut vérifier, et ça sera vérifié parce qu'il y aura effectivement des peer reviews, comme on dit, hein. Il faut vérifier si les incriminations sont en place après la mise en œuvre. Mais ça peut jouer, ça. Il n'y a pas que seulement le point international. Il y a la mise en place de l'incrimination dans l'État en tant que tel. Ce que ça pose comme problème, c'est la volonté politique dans ces pays qui bénéficient financièrement, comme le dit l'OCDE dans son dernier rapport, une partie importante de l'économie mondiale repose sur le travail des enfants. Donc on peut imaginer que là, je parle pas de prostitution, quoi que ce soit, prostitution imposée à des enfants, mais la production industrielle ou semi-industrielle, les t-shirts que nous achetons ici à 5 euros, posons-nous la question, c'est même pas le prix de leur transport. Ça veut dire que leur fabrication n'a pratiquement rien coûté. Alors, il y a beaucoup de pays, je pense à l'Asie par exemple, et même à la Chine, qui sont des bénéficiaires absolument directs de l'exploitation des enfants. Alors, tant que la conscience de l'opinion publique ne sera pas avertie sur le fait que nous bénéficions tous, ce qui se passe, les conflits qui se passent en ce moment au Congo, pour qui est un conflit entre le Rwanda, le Congo, etc. Mais il y a sous ce territoire frontalier du Rwanda et du Congo de tels gisements de minerais dont nous avons tous besoin pour nos téléphones et pour d'autres choses, que les intérêts sont fondamentaux et que le travail des enfants, parce que ce sont des enfants qui creusent, pareil pour le diamant, pareil pour l'or au Burkina Faso, c'est tellement intriqué dans les chaînes de production mondiale que moi, je pense qu'il faut faire confiance vraiment à des organismes supranationaux qui excusez-moi de le dire, mais qui l'ouvrent, qui parlent de ça et qui disent l'économie mondiale repose pour une bonne partie sur le travail des enfants. Voilà, je crois que nous devions conclure à midi. Je me tourne vers les organisateurs pour qu'ils prennent le relais et qu'ils annoncent la suite du programme, peut-être. Merci. On peut applaudir les intervenants. Voilà. Un Mont Blanc qui restait, je ne sais pas, voilà. Tiens, nous avons le plaisir désormais d'accueillir Monsieur Mark Shaw, qui donc est notre keynote speaker pour terminer cette matinée très riche, vraiment passionnante. On est évidemment très honorés et très heureux de pouvoir écouter Monsieur Shaw, qui dirige le Global Initiative on Organized Crime.
Donc pour 20 minutes, et puis on essaiera quand même de prendre quelques questions. Merci, Monsieur le Président. Merci pour l'invitation. I am from South Africa, and I do not want to murder the French language with my South African school for French, but c'est un honneur pour moi to be here today. I very much enjoyed the conversations this morning. I thought the contributions were very high level. And before we break for lunch, I wanted to take a few minutes to look at the challenge of organized crime in a broader context, and to raise some of the challenges and issues that we are engaged with. And I think it's fair to say that we are living through an inflection point. I think several people this morning said that very clearly. We're at a point in modern history around the development of humanity where we have had a series of crises, the so-called poly-crises, phrase which several speakers used. Superpower rivalry, rapid technological change, COVID-19, the financial crisis. All of these have occurred in a very small window of time. And how we respond in the next few years, I think, to the multiple crises that we are facing will shape not only our lives, but the lives of our children and of our grandchildren. And I sometimes wonder whether we recognize just how much responsibility we as a collective now have for the future. And we talk very technical terms around the issue of organized crime, but the responsibility that we together have. And I think we really need to think about that carefully in terms of the actions that we take. And I want to argue that organized crime is embedded in those polycrises. And that's what makes it so complex. It's not easy to disentangle from the multiple other crises that are underway in the globe or on the globe. And as we've discussed this morning, organized crime is a threat to peace. It undermines the sovereignty of states. Most recently in Haiti, the most dramatic example, I think. It sustains conflicts. It's an impediment to making and building a better life prospects for people after the formal ending of hostilities. And you can go on and on looking at the damage and the harm that is being caused. In terms of geopolitics, state-embedded actors with criminal agendas threaten peace and security, and increasingly the use of hackers, assassins, mercenaries carry out the dirty work of statecraft under the cloak of deniability. So these are not victimless crimes that operate in the shadows. The costs of violence associated with transnational organized crime far outweigh those caused by terrorism or conflict. And I think the data shows that really, really carefully. The risk posed by mafia-style states to international security, I think, should be a growing cause for alarm. But one of the challenges is we simply don't have enough data to show that. And there are so many multiple sub-debates in and around the issue of organized crime that it's hard to grasp the harm caused by the whole. And I think that is also one theme that was emerging in the course of this morning. Now, in autumn of 2021, the Global Initiative Against Transnational Organized Crime issued our first ever Global Organized Crime Index. Now, that's an attempt to try and understand, to calibrate, if you like, or collect and present data about the extent of organized crime. And it reviewed criminal actors and markets in all 193 UN member states, and it looked at the resilience of member states to organized crime. And that was based on the idea that not all countries had the same level of vulnerability. Vulnerability was determined by where you were geographically, on which particular routes, on your history, on your institutions, etc. So the index is a measure between the level of organized crime and states' resilience to it. And it's based on
literally hundreds of indicators. We are working on the second edition now, and that will include a range of additional crime. Now, you can see on the screen at the side that we sorted countries into 4 categories. In the top right-hand corner are countries with low criminality and high resilience. That's most of Europe. In the bottom is low criminality and low resilience. So those are countries low capacity to respond, but also with low levels of organized crime. In the red, the 57 countries is high criminality and low resilience. I'll point to some of those countries now. And then high criminality and high resilience. That's where my own country, South Africa, fits, for example. But also, interestingly, it is where France fits. And I want to say a few points about the position of France in the Global Organized Crime Index. France is one of the only European countries that finds itself in the high criminality, high resilience block. France has a serious problem with organized crime, often unstated, I would argue, while having very good state capacity to respond. That's an interesting place and position to be in. In terms of criminal markets, the gendarmerie, the colleague presented very well, so I won't repeat it. It has the highest score in Western Europe, along with countries like Sweden and others who are clearly struggling with a range of challenges. It's a destination country for human trafficking and smuggling of migrants. There's a steady flow of illicit weapons into the country. There are challenges related to the trafficking of drugs, heroin and cocaine in key ports in the country. And it, as I've said, retains a high level of resilience, state capacity, state ability to investigate, legal capacity, and the like. Our assessment is, of course, that France faces a challenge. It has a very wide spectrum of criminal organizations, from mafia-style organizations to small organized or network-style arrangements, which are much harder to track, much harder to define, much harder to monitor. And I would argue that in recent years, the justice system in France has been much more focused on the threat posed by terrorism than the threat posed by organized crime. And so I think in the assessment of our index experts, organized crime is a key issue for France, but does not yet have a serious impact on governance. So in our conception, that is corruption within the state. But there's no reason for complacency. And when you look at countries nearby, Belgium, the Netherlands, et cetera, where criminal markets now arguably penetrate state institutions, including local government, customs agencies, and elsewhere. And I want to suggest that indeed, moving away from France is one of the most shocking findings of the Global Organized Crime Index, in that state actors are one of the most dominant criminal actor type in the world. And it's often an unstated issue, not mafia-style groups in our conception, foreign actors or criminal actors. But when we measured actors or classified criminal actors, state-embedded actors repeatedly emerge as the key challenge. So states themselves or state actors themselves are key vectors in the global criminal economy. And this is really, I think, something which challenges us as a policy community, what to do about that. We talked about political will and capacity, but this is, if you like, the elephant in the room. Based on multiple expert assessments, 86 countries in the index were rated as having a serious or very serious position. That's a score of 7 out of 10 in terms of state-embedded actors. That's more than a third of all UN member states. And 16 countries out of 193 UN member states scored at least 9 out of 10. So that's a very high level of criminal penetration. And that means that almost 10% of all countries sitting in the General Assembly are effectively criminal states or have criteria or capacity where corrupt government officials use the state to enrich themselves, their families, or to protect criminal activity. So in such environments, and we have work in several of these places, business, criminal, and political elites rub shoulders, and it's sometimes very hard to distinguish one from the other.
And these are, I think, some of the key challenges that we face. To bring the point into sharper focus, Russian aggression has created a conflict between two states in Europe, obviously Russia and Ukraine, both of whom were on the higher level of the index. So Russia was followed by Ukraine as having high levels of organized criminal activity. And so that points to the destabilizing impact of crime on governance and geopolitics. And it also suggests that we need to be aware of the consequences of the evolution or mutation of criminal networks, both in the current context of Russian aggression, but also in the aftermath of the conflict when it finally ends. We have an organized crime observatory funded by the United Kingdom on the ground in Ukraine, tracking the movement of criminals and a range of other illicit markets. And I think the concern, as has been mentioned this morning, around weapons, to some extent people and elsewhere. So the very real threats that potentially emerge from the conflict. The main focus of our meeting today, and again, to which other speakers will turn to this afternoon, is, of course, the harm posed by organized crime to global public goods. And Marina covered some of these issues this morning. To say just some stark statistics, that organized crime is profiting from the destruction of our natural environment, illegal logging, overfishing, illicit wildlife trade, dumping of toxic waste, poaching, the illegal exploitation of natural resources has contributed to unsustainable growth and destruction of the global commons. Illicit wildlife trafficking is a key contributor to the more than 1 million species now threatened with extinction. Furthermore, the criminal destruction of our habitat is increasing the scarcity of natural resources such as sand, water, charcoal, that become new markets for criminals. And they have dramatic impacts on people's livelihoods. I think in our assessment, 80% of the UN Sustainable Development Goals are threatened by environmental damage, of which organized crime or illicit markets are a key contributor. And not only does organized crime accelerate climate change, but climate change is likely to trigger large-scale displacement of people, which will create a vast, lucrative, and potentially politically destabilizing environment to be exploited by criminals. And the estimates are truly extraordinary. 1.2 billion people, if we believe the estimates, likely to be displaced by a climate crisis. And indeed, if the migrant smuggling business has been described as the growth industry of the 21st century, we will need better and more sustainable solutions going forward. And it's critical, I think, of the policy community to drive that discussion. Much of the exploitation of the global commons is being carried out in areas of conflict or instability, a point that was mentioned by several speakers this morning, where there's weak governance and, of course, corruption. And in that respect, environmental crime is a combination of the three main topics that we will cover or have been covering in the meeting. Now, too often, our response to illicit trafficking generally is that we build higher walls between communities and between countries. And really, for me, an astonishing statistic is the number of barriers or walls, I'm not thinking specifically of President Trump here, but that have been created in the last number of years. In 1990, there were 15 walls. Today, there are 74 with more than a dozen under construction. The nature of our global interactions are changing and how we manage them. And the growth and the number of walls, I think, in our experience, while they aim to prevent illicit movement, is a real boon for organized crime because they increase the difficulty of movement and they provide markets for people with the skills, the ability, the access to corrupt networks, violence, etc., to move goods and people. So in a sense, what we've got to do is reduce government's investment in steel, bricks, and mortar, and to look for cooperative solutions. I think from the policy community perspective, that's a key area to focus on. Better cooperation, more effective regulation of illicit and grey markets, greater innovation in responding to these areas. And failing this, criminal profits will fund and sustain criminal governance. And for many people where we are working,
It means that powerful local criminal bosses or criminal institutions literally rule people's lives. I think it's often hard for Europeans to understand that. But in different places, crime bosses are much more important than the local authority. So this form of criminal governance, I think, is of critical consequence. We are in a project monitoring where we have information and where it is reported to us where people are assassinated by criminal groups. So I'll give you just some numbers and then point to a relatively depressing part of this. Between 2019 and 2020, at least 2,700 people in our database across 84 countries were victims of contract killings by organized crime. And such an assassination served to silence not just individuals, but often entire communities who live under the weight of criminal governance. And it's for that reason, Mexico is a very good example, but not only, when killings are carried out in a highly symbolic way. People spread eagles in front of their communities because the symbolism of organized crime is one of control and fear. But perhaps as shocking, in almost 2/3 of cases, no instigator is ever arrested or prosecuted. The real numbers of killings are much, much higher. These are just cases that we are isolating. The initiative is supporting local activists. I'll say more words about that in conclusion. Investigative journalists, social leaders, civil society leaders, and others who often pay the ultimate sacrifice for standing up to organized crime in their communities. And of great concern to us is the bottom square, is that on our count, we are still working on the numbers for later after 2021, is that over 400 activists, so this is civil society activists, environmental activists, journalists, were assassinated between 2019 and 2021. And that's a steady and depressing drumbeat, a sign quite literally that we are not able to protect and preserve the lives of people who are standing up to criminal actors around the world. Just take one example. A close associate of ours, Edgar Quintero, was assassinated in May 2022. He had just attended a meeting of ours. He had been repeatedly threatened. He was standing up to organized crime, writing stories about them. 10 days after attending our meeting, he was shot while leaving his house. Our own staff remain under real threat. In the past week and a half, we've had 2 cases, including an attack by 10 men on an individual researcher in a country, invading his home, stealing his computer and phone. And this has become very regular occurrence because often civil society, where states are corrupt, are the front end of the response to organized crime in many countries around the world. And we often forget that when we are talking about UN and higher international responses. So what can be done? 10 years ago, a group of practitioners, they were mainly law enforcement officers, 27 of them, came together as a result of their common concern about transnational organized crime. They were also very, very frustrated with the issue of technical assistance, this idea of training and not necessarily getting traction for lots of reasons. And they felt that there needed to be a more creative approach to the development of criminal markets. And the result was the global initiative, which I now direct. We are a network of 620 experts with 100 full-time staff, of which about 80 of those staff work on analytical issues. So they are full-time analysts working on different parts of the world in a number of observatories. We have more than 80 reports a year. Not all of them are public, but you can see them on our website. We create a safe space for debates around more effective responses to organized crime, and that's often work conducted at a local level. The importance of local focus here is very, very critical. This is where people suffer the impact of criminal governance. We support ourselves 130 civil society organizations around the world that are strengthening resilience to their communities. And I cannot tell you how humbled I am by the bravery of the civil society activists who we support, who are at the front end of responding to organized crime in their communities when it's difficult to know who to trust. And they are doing very important and interesting work. And they are creating an alternative vision of how their community should live and work and improve their life chances.
And we are engaging, partnering with, lobbying with other agencies and institutions, UNODC, for example, to respond more effectively as a multilateral system to the issue of organized crime. One of our key objectives is to bring the voices of local people into the multilateral discussion, which often takes place in a technical vacuum away from the impacts of organized crime. One of the key reasons for the establishment of the Global Initiative was to identify in its founding documents the building blocks of a global strategy to organized crime. And we felt, and the founding members felt, that the trajectories of crime was going in the wrong direction, but that the tools we were using, mainly law enforcement training and the like, was simply not reversing the tide. And there was a sense that we needed to do better, including improving our analysis. And as we discussed this morning, organized crime is clearly a global problem. No single state can respond to this challenge. And indeed, states are not always even the best actors to respond to the challenge in many places. We feel that there needs to be a global strategy against organized crime. Yes, there's one against terrorism. You can argue about its effectiveness. The UN Convention Against Transnational Organized Crime, the Palermo Convention, has been much talked about today. And I agree, it is a key marker in the discussion to respond to organized crime. But we should also be honest. Many law enforcement officials around the world know nothing of the Palermo Convention, nothing. Secondly, it has a very weak review mechanism, deliberately designed by member states, excluding critical voices. So we should be less, I think, triumphant about what UNTOC has achieved and more focused on implementation, as we have said, and more focused on determining a much more strategic response as we go forward. We will launch our strategy in the coming months, and we hope to engage both with governments, business, and a range of other actors in responding to organized crime. Mr. Chair, let me say in conclusion that there are so many complex challenges in the world now. But organized crime is a key integrated beneficiary and driver of many of them. And I think that's the challenge, is that it is spread, its tentacles are in multiple places, so it's often hard to isolate. Failure to understand the problem and its impact, I think, will impede our ability to promote integrity and good governance, something that was mentioned this morning, to achieve the Sustainable Development Goals, to prevent and stop conflicts, and to slow the destruction of our planet. And I therefore really welcome your initiative in organizing this event in Paris today as part of the much needed discussions that are needed to respond to illicit markets and organized crime. Thank you very much. Thank you, Mr. Shaw, for this very thoughtful lecture. We can take 5-minute questions. It's very short because we have a lot of things for the afternoon also. But we can take some questions probably if you have 1 or 2 questions in the room. Do you have any questions? No. I think not a question, but just a comment to say that it was very impressive to see the link between the global challenge and local focus. I think it's very important to speak about that because of the level of decision. So thank you. We have a lunch for the speaker, for you and for all the speakers, just in the appartement des Canals, the flat of the Dean. Donc oui, pour les participants, juste au bout du couloir. Pour ceux qui interviennent, un déjeuner prévu très court parce que nous reprenons dans 1h15. Donc, on se retrouve à 13h45 pour recommencer à 13h50. Et la salle peut être fermée à clé, mais je vous conseille quand même, dans la mesure où, oui, ce serait quand même le comble pour une journée sur le... Voilà. Et on va... C'est dans 10 mètres. Il y a 10... Voilà. Recording stopped.